Je suis morte un mardi d'octobre, à l'âge de 87 ans, dans la chambre où j'avais passé les 30 dernières années de ma vie. Gabriel tenait ma main, comme il l'avait fait tant de fois sur notre banc secret derrière les glycines. Mes dernières pensées furent pour lui, cet homme qui m'avait aimée sans jamais rien demander, qui avait été ma seule lumière dans une vie d'obscurité dorée. Maintenant, depuis quelque part au-delà de la vie, je peux observer ce qui se passe. Je vois mes enfants, Jacques et Sophie, debout devant ma tombe fraîchement creusée sous les platanes centenaires. Ils portent du noir de couturier, leur visage figé dans une expression qui pourrait passer pour du chagrin si quelqu'un ne les connaissait pas comme je les connais. Mais je sais la vérité. Ils ne pleurent pas leur mère. Ils calculent déjà la valeur de mon héritage. Sophie ajuste ses lunettes Dior pour la 3e fois, un geste nerveux qu'elle fait toujours quand elle pense à l'argent. Jacques consulte son téléphone, probablement pour vérifier les cours de la bourse ou répondre à son client important. Même lors de l'enterrement de leur mère, ils ne peuvent s'empêcher de penser aux affaires. André aurait été fier d'eux. Il avait réussi son œuvre, transformer mes enfants en copie parfaite de lui-même. Le cortège est pathétiquement petit. Quelques notables venus par obligation. Le maire qui ne m'a jamais adressé la parole de son vivant. Maître Rousseau le notaire, avec son air solennel. Et dans l'ombre, caché derrière la haie de buis qu'il entretenait depuis 67 ans. Gabriel, mon Gabriel. Personne ne le remarque, comme personne ne l'a jamais remarqué. C'est ainsi qu'il a vécu toute sa vie, invisible pour le monde, mais infiniment présent pour moi. Le prêtre récite des prières dans lesquelles je n'ai jamais vraiment cru. Comment croire en un Dieu bienveillant quand on a vécu la vie que j'ai vécue? Mais peut-être que je me trompais, car je suis quelque part maintenant, consciente, observant les conséquences de mes choix finaux. La cérémonie se termine rapidement. Jacques et Sophie ne s'attardent pas au cimetière. Ils ont des choses plus importantes à faire, évidemment. Ils retournent au domaine, cette prison magnifique où j'ai passé 67 années de ma vie. Je les suis, spectre invisible témoin de ce qui va suivre. Dans le grand salon où André me forçait à recevoir ses associés, avec le sourire, mes enfants se comportent déjà comme les propriétaires. Sophie marche de long en large, son téléphone collé à l'oreille, discutant probablement avec un expert en antiquité. Jacques feuillette les papiers sur le bureau d'André, ce bureau massif en acajou devant lequel j'avais tremblé tant de fois. Marguerite entre avec un plateau de thé, cette fidèle Marguerite qui m'a accompagnée pendant 40 ans, qui a été plus une amie qu'une domestique. Sophie lui fait un geste impatient, la chassant comme on chasse une mouche. Je vois l'humiliation dans les yeux de Marguerite, et même morte, je sens la colère monter en moi. Comment mes enfants sont-ils devenus si cruels? Mais je connais la réponse. André les a façonnés ainsi, méthodiquement, année après année. Il a tué en eux toute trace d'humanité, de compassion, d'amour. Et moi, leur mère, j'ai été trop faible pour les protéger de son influence toxique. 3 jours après mon enterrement, Jacques et Sophie se présentent à l'étude de Maître Rousseau. Je les accompagne, invisibles, curieuse de voir leur réaction quand ils découvriront ce que j'ai fait. C'est ma dernière vengeance, mon dernier acte de rébellion contre une vie d'oppression et d'humiliation. Le bureau de Maître Rousseau sent le vieux bois ciré et les livres de droit poussiéreux. C'est ici que j'étais venue 5 ans auparavant, après ce Noël terrible, où mes enfants m'avaient abandonnée, malade et seule. C'est ici que j'avais dicté mon testament, ma voix tremblante, mais ma volonté ferme. Jacques et Sophie s'installent dans les fauteuils en cuir avec l'assurance de ceux qui savent que la fortune leur sourit. Sophie a déjà son iPad sur les genoux,
prête à prendre des notes sur la division des biens. Jacques tapote nerveusement sur l'accoudoir, calculant mentalement sa part d'héritage. Maître Rousseau les salue avec la froideur polie des notaires, qui ont vu trop de familles se déchirer pour de l'argent. Il sort l'enveloppe scellée de son coffre, celle que j'avais cachetée moi-même avec de la cire rouge. Un geste théâtral peut-être, mais j'aimais l'idée de ce sceau final sur mes dernières volontés. Il brise le sceau et commence à lire. Les formules juridiques habituelles d'abord, mon nom complet, mes dates de naissance et de mort, l'inventaire sommaire de mes biens. Je vois Sophie hocher la tête avec impatience. Jacques vérifie l'heure sur sa montre Rolex, celle qu'il s'est offerte avec l'argent qu'il m'a extorqué pour soi-disant investir dans les vignobles. Puis Maître Rousseau arrive au cœur du testament. Sa voix reste professionnelle, mais je détecte une nuance de satisfaction dans son ton. Lui aussi avait compris, au fil des années, quel genre de personne étaient mes enfants. Je lègue l'intégralité de mes biens à Gabriel Moreau. Le domaine, les vignobles, les comptes bancaires, les meubles, les œuvres d'art. Tout. Mes enfants recevront le minimum légal obligatoire que la loi française m'empêche de leur refuser complètement. Et je leur laisse aussi un album photo, celui que je gardais dans le tiroir de ma table de nuit. Le silence qui suit est délicieux. Sophie se lève si brusquement que sa chaise bascule. Son visage, d'habitude si maîtrisé, se décompose en une expression d'incrédulité totale. Jacques est devenu blanc, ses mains agrippant les accoudoirs avec une force qui fait blanchir ses jointures. Qui est Gabriel Moreau? Ce nom ne leur dit rien. Bien sûr que non. Pendant toute leur vie, Gabriel a été invisible pour eux. Un fantôme qui entretenait les jardins, qui réparait les volets, qui déposait du bois près de la porte. Ils ne l'ont jamais vu, jamais remarqué. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'était qu'un domestique, et les Beaumont ne regardent pas les domestiques. Sophie commence à crier, affirmant que le testament est frauduleux, que j'étais sénile, que j'ai été manipulée. Jacques la rejoint dans ses protestations, menaçant d'attaquer en justice, parlant d'experts psychiatriques et d'enquêtes approfondies. Maître Rousseau lève la main calmement, habitué à ces explosions de rage. Il leur assure qu'il a personnellement vérifié ma lucidité lors de la rédaction du testament. Plus encore, j'avais insisté pour qu'un médecin indépendant atteste de mes capacités mentales. Je savais exactement comment mes enfants réagiraient. J'avais prévu chaque argument, chaque accusation. J'avais eu 67 ans pour les observer, pour comprendre comment fonctionnaient leurs esprits calculateurs et froids. Je les regarde se débattre, hurler, menacer, et pour la première fois depuis ma mort, je souris. Pas un sourire de vengeance cruelle, mais un sourire de justice satisfaite. Mes enfants vont enfin comprendre ce que signifie perdre quelque chose d'important. Ils vont découvrir ce que j'ai ressenti toute ma vie, cette impuissance, cette frustration, cette douleur d'être dépossédé de tout ce qui compte. Dans les jours qui suivent, Jacques et Sophie engagent un détective privé, un certain Monsieur Durand, homme méthodique dans son imperméable beige, qui commence à poser des questions partout dans le village. Je le suis dans ses investigations, amusé de voir comment il reconstruit peu à peu le puzzle de ma vie secrète. Il interroge les commerçants du village. Madame Dubois, la boulangère, lui parle de ce vieux monsieur qui achetait toujours 2 pains le dimanche, alors qu'il vivait seul. Le pharmacien se souvient de quelqu'un qui venait chercher mes médicaments pour le cœur, quand j'étais trop faible pour sortir. Le facteur mentionne les lettres qu'il déposait régulièrement à une cabane, sur les terres des Beaumont. Durand est compétent. Il consulte les archives de l'état civil,
les registres de la sécurité sociale, les dossiers fiscaux. Lentement, l'image de Gabriel se forme. Pas un jeune gigolo dans la trentaine, pas un escroc sophistiqué avec un passé trouble. Non, Gabriel Moreau est un homme de 85 ans, ancien jardinier du domaine Beaumont, vivant depuis des décennies dans une cabane délabrée à la lisière de la propriété. J'imagine la tête de mes enfants quand Durand leur présente son rapport. Leur confusion doit être totale. Comment une vieille femme de 87 ans pourrait-elle avoir une liaison avec un jardinier de 85 ans? L'idée même doit leur paraître grotesque, ridicule. Dans leur esprit, les personnes âgées ne ressentent pas d'émotion, n'ont pas de vie intérieure. Nous sommes juste des meubles qui prennent de la place. Mais Durand ne s'arrête pas là. Il est trop professionnel pour accepter les évidences sans approfondir. Il obtient un mandat pour fouiller ma chambre, cherchant des preuves de manipulation, de chantage, de tout ce qui pourrait invalider le testament. Je le regarde soulever le parquet près de la fenêtre, découvrir le compartiment secret que j'avais créé il y a des années. Pas d'argent liquide là-dedans, pas de bijoux précieux. Juste une boîte en fer blanc contenant mes trésors les plus précieux. Des fleurs séchées, des dizaines de fleurs soigneusement pressées et datées. Chacune raconte une histoire que seul Gabriel et moi connaissons. La rose blanche, du 15 mars 1959, le jour de son 21e anniversaire, la première fois qu'il m'offrit une fleur. La pivoine rose du 3 juin 1962, le jour où Sophie naquit et où Gabriel me dit qu'elle était belle comme sa mère. Les brins de lavande du 28 août 1975, ce soir d'été où nous avions failli tout abandonner pour fuir ensemble. Il y a aussi des talons de chèques. Durand les examine minutieusement, notant les dates, les montants. Des sommes modestes, jamais plus de quelques centaines d'euros, mais régulières, comme une horloge. Tous datés du 15 mars, l'anniversaire de Gabriel. C'était ma manière de m'assurer qu'il ne manquait de rien après sa retraite, même s'il protestait à chaque fois, même s'il refusait de quitter sa cabane misérable. Durand photographie tout, documente chaque découverte. Mais je sais que ces preuves ne feront que renforcer mon testament. Elles montrent une relation de plusieurs décennies, une constance, un soin mutuel qui ne peut pas être expliqué par de la manipulation ou de l'extorsion. Je dois maintenant raconter comment tout a commencé, remonter au printemps 1958, quand j'avais 19 ans, et que ma vie s'est terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Mon père, Claude Mercier, avait été autrefois un négociant en vin, respecté à Bordeaux. Notre famille vivait confortablement, pas dans le luxe extravagant des Beaumont, mais avec dignité et aisance. J'avais grandi dans une belle maison avec un jardin où mon grand-père cultivait des roses. J'aimais peindre, passer des heures dans mon atelier improvisé sous les combles, capturer sur toile les couleurs changeantes du ciel aquitain. Puis tout s'était effondré. Les mauvais investissements de mon père d'abord, puis ses dettes de jeu. Il jouait au casino de Biarritz, perdant chaque fois davantage, s'enfonçant dans un gouffre financier dont il ne pouvait s'extraire. En l'espace de 2 ans, nous avions tout perdu. La maison fut saisie, les meubles vendus aux enchères. Nous déménageâmes dans un petit appartement sombre, à la périphérie de Bordeaux. C'est là qu'André Beaumont entra dans nos vies. Veuf récent de 40 ans, sans enfant, il cherchait une jeune épouse de bonne famille pour lui donner des héritiers et embellir son bras lors des réceptions mondaines. Mon père lui devait de l'argent, beaucoup d'argent. Un arrangement fut proposé. André effacerait toutes les dettes et fournirait une pension mensuelle à mes parents. En échange,
Je deviendrais Madame Beaumont. Je me souviens de la conversation où mon père m'annonça la nouvelle. Il ne me demanda pas mon avis, ne me laissa pas le choix. J'avais 19 ans. Je rêvais d'aller à Paris, d'étudier l'art, de vivre une vie libre et créative. Au lieu de cela, j'étais vendue comme du bétail pour sauver l'honneur familial. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard. Une cérémonie rapide et sans joie à la mairie de Bordeaux. Je portais une robe blanche que je n'avais pas choisie, offerte par André. Ma mère pleura pendant toute la cérémonie, mais je crois que c'était de soulagement plutôt que de tristesse pour moi. Mon père ne me regarda pas dans les yeux une seule fois. André m'emmena au domaine dans sa voiture noire, conduisant en silence pendant tout le trajet. Il ne me posa aucune question sur moi, sur mes goûts, mes rêves, mes peurs. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais un achat, un investissement. On ne converse pas avec un investissement. Le domaine était magnifique, je dois l'admettre. La grande maison de pierre du XVIIIe siècle, les vignobles s'étendant à perte de vue, les jardins impeccablement entretenus. Mais cette beauté me parut immédiatement oppressante, comme une prison dorée dont je ne pourrais jamais m'échapper. André me fit visiter rapidement, m'indiquant ma chambre, celle qui allait devenir mon univers pendant les 30 dernières années de ma vie. Il m'expliqua les règles. Je devais être toujours impeccablement habillée et coiffée. Je devais accompagner ses réceptions et me taire, sauf quand on m'adressait directement la parole. Je devais lui donner des héritiers, de préférence des fils. Je ne devais pas m'embarrasser d'activités frivoles comme la peinture ou la lecture excessive. La nuit de noces fut un viol légal. André ne fut pas violent physiquement, mais son indifférence totale à ma peur et ma douleur fut plus traumatisante que n'importe quelle brutalité. J'étais une fonction à remplir, rien de plus. Quand il eut terminé, il retourna dans sa propre chambre, sans un mot. Je restai seule, recroquevillée, dans les draps froissés, pleurant silencieusement, pour ne pas qu'on m'entende. C'est ainsi que commença ma vie de Madame Beaumont. Les premiers mois furent les plus difficiles. Je me réveillais chaque matin dans cette grande maison silencieuse, cherchant un but à ma journée. André partait tôt pour s'occuper des vignobles et des affaires. Les domestiques vaquaient à leurs tâches sans me parler, intimidés par mon statut de maîtresse de maison. Je me sentais comme un fantôme errant dans des couloirs trop vastes. Je trouvais refuge dans le jardin. C'était le seul endroit où je pouvais respirer, où les murs dorés de ma prison semblaient aller s'éloigner un peu. Je passais des heures à marcher entre les parterres de fleurs, admirant le travail méticuleux des jardiniers. Les roses surtout attiraient mon attention, me rappelant le jardin de mon grand-père, ce temps béni où j'étais encore libre. C'est là que je remarquai Gabriel pour la première fois. Il travaillait dans la roseraie, un jeune homme de 18 ans aux cheveux bruns et aux mains habiles. Il ne ressemblait pas aux autres ouvriers qui lorgnaient parfois vers moi, avec un mélange de curiosité et de désir mal dissimulé. Gabriel gardait les yeux baissés sur son travail, concentré sur ses roses, avec une douceur qui me toucha. Un après-midi d'automne, 6 mois après mon arrivée, je rassemblai mon courage et lui adressai la parole. Je lui demandai le nom des roses qu'il taillait. Il leva les yeux, surpris qu'une femme de ma condition lui parle directement. Il répondit timidement qu'il s'agissait de Rosa Madame Alfred Carrière, une variété ancienne aux fleurs blanches et parfumées. Sa voix était douce, respectueuse mais pas servile. Et quand nos regards se croisèrent pour la première fois vraiment, je sentis quelque chose se réveiller en moi, quelque chose que je croyais mort depuis ma nuit de noces, de l'humanité, de la connexion, la reconnaissance d'un être humain voyant un autre être humain,
Pas un maître regardant un domestique ou un mari évaluant une possession. Je lui confiai que mon grand-père cultivait des roses, que j'avais passé mon enfance dans une roseraie. Son visage s'illumina, et pour la première fois depuis des mois, je souris sincèrement. Nous parlâmes quelques minutes de roses, de jardinage, de la beauté simple des choses qui poussent. C'était une conversation banale, insignifiante pour n'importe qui d'autre. Pour moi, c'était un fil de sauvetage, jeté dans l'océan de ma solitude. Ces conversations devinrent une habitude. Chaque fois que je sortais marcher dans le jardin, je trouvais un prétexte pour passer près de la roseraie. Gabriel était toujours là, patient, discret. Nous parlions de plantes, de saisons, de petites choses sans importance. Il ne me posait jamais de questions personnelles, ne cherchait jamais à franchir la ligne invisible entre nos mondes. Mais sa présence, sa simple humanité, me gardait vivante. Lentement, très lentement, je commençais à lui confier des fragments de ma vie. Je lui parlais de ma passion pour la peinture, de comment André me l'avait interdite. Je mentionnais combien la maison me semblait vide et froide. Je ne me plaignais pas directement, je n'aurais jamais osé. Mais Gabriel comprenait. Il écoutait avec cette attention complète que personne ne m'avait jamais accordée. Et parfois il posait une main réconfortante sur mon épaule. Un geste qui n'avait rien de déplacé mais qui signifiait tout. Jacques naquit en septembre 1960, après 2 ans de tentatives et une fausse couche douloureuse dont André ne me consola jamais. Il me reprocha même cette fausse couche, suggérant que mon corps défectueux ne pouvait même pas remplir sa fonction basique. Quand Jacques vint finalement au monde, je crus que tout changerait. J'aurais enfin quelqu'un à aimer, quelqu'un qui m'aimerait en retour. Je le tenais dans mes bras à la maternité, ce petit être parfait, et je me jurais de le protéger de la froideur de son père, de lui donner tout l'amour qu'André me refusait. Mais André avait d'autres plans. Il engagea immédiatement une nourrice, puis une gouvernante stricte formée dans les meilleures familles anglaises. Il m'expliqua froidement que je ne devais pas gâter l'enfant, avec trop d'affection maternelle. Un futur maître des vignobles Beaumont devait être élevé dans la discipline, pas dans la sentimentalité. Je n'avais le droit de voir Jacques que quelques heures par jour, sous supervision. Quand je le serrais trop fort contre moi, quand je lui chantais des berceuses, la gouvernante intervenait, me rappelant les ordres de monsieur. Je pleurais la nuit dans ma chambre, frustrée et impuissante, mon propre enfant m'étant arraché comme tout le reste. Sophie naquit 2 ans plus tard, en 1962. J'espérais qu'André serait moins strict avec une fille, qu'il me laisserait au moins élever ma fille moi-même. Mais non, les mêmes règles s'appliquèrent. Sophie fut confiée à la même gouvernante rigide, élevée pour être une dame de la haute société, froide et maîtrisée. Je tentais de leur transmettre de la tendresse lors des rares moments où nous étions ensemble. Je leur lisais des contes de fées dans le jardin, les emmenant dans mon refuge secret, près de la roseraie, où Gabriel travaillait toujours. Je voulais qu'ils connaissent la douceur, la beauté, l'imagination. Mais André sabotait systématiquement mes efforts. Je me souviens d'un après-midi où je lisais à Jacques l'histoire du Petit Prince. Il avait 6 ans, ses yeux écarquillés d'émerveillement devant les aventures du petit garçon venu d'une autre planète. André sortit de la maison comme un ouragan, m'arracha le livre des mains et le jeta dans l'herbe. Il hurla que j'étais en train de transformer son fils en weakling, en mauviette sans colonne vertébrale. Jacques, terrifié, se mit à pleurer. André le gifla, lui ordonnant de se taire, lui disant que les hommes ne pleurent pas. Mon fils apprit ce jour-là à enfouir ses émotions, à devenir dur comme son père l'exigeait.
Je vis quelque chose mourir dans ses yeux, cette innocence enfantine que tous les parents chérissent. À 8 et 10 ans, Jacques et Sophie furent envoyés en pension. André choisit des établissements réputés pour leur rigueur, où les élèves apprenaient la discipline militaire, autant que les mathématiques et le latin. Ils ne revenaient au domaine que pour les vacances d'été et de Noël, et même alors, André les occupait constamment avec des leçons sur la gestion des vignobles, les marchés internationaux du vin, les stratégies d'investissement. Je devenais une étrangère pour mes propres enfants. Ils me regardaient avec une politesse distante, comme on regarde une tante éloignée, qu'on ne connaît pas vraiment. Pire, ils commençaient à absorber le mépris d'André envers moi. Sophie, à 12 ans, critiquait déjà mes choix vestimentaires, me disant que je m'habillais comme une paysanne et que j'embarrassais la famille. Jacques m'ignorait purement et simplement, préférant discuter affaires avec son père. Gabriel observait tout cela de loin. Parfois, quand je marchais seule dans le jardin les larmes aux yeux, après une interaction particulièrement blessante avec mes enfants, il s'approchait silencieusement. Il ne disait rien, se contentait de tailler les roses à proximité, sa simple présence me rappelant que quelqu'un, quelque part, voyait encore mon humanité. Dans le présent, je regarde le détective Durand examiner ma chambre avec minutie. Il ne cherche pas des souvenirs d'amour, il cherche des preuves de crime. Mais les deux sont impossibles à distinguer quand on examine une vie comme la mienne. Il soulève le parquet près de la fenêtre, là où j'avais créé mon petit sanctuaire secret. Mon cœur, si j'en avais encore un, se serre quand il ouvre la boîte en fer. Tous mes trésors exposés aux yeux d'un étranger. Des trésors qui n'ont de valeur que pour moi et Gabriel. La première fleur qu'il en sort est une rose blanche, presque transparente, tant elle est ancienne. C'est celle du 15 mars 1959, le 21e anniversaire de Gabriel. Il me l'avait offerte timidement, une petite attention que personne n'avait jamais eue pour moi. André n'avait jamais pensé à m'offrir des fleurs. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais censée être reconnaissante de ma situation privilégiée. Chaque fleur raconte une histoire. La pivoine du 3 juin 1962, le jour de la naissance de Sophie. Gabriel était venu me voir à l'hôpital, se faisant passer pour un livreur, juste pour me dire « félicitations ». Les brins de lavande du 28 août 1975, ce soir terrible où nous avions failli tout abandonner. Les pétales de rose rouge du 12 avril 1990, le jour où André mourut et où je crus enfin être libre, jusqu'à ce que je réalise que mes enfants étaient devenus des geôliers encore plus impitoyables. Durand photographie tout méthodiquement. Il examine les talons de chèque, tous datés du 15 mars, tous pour des sommes modestes. C'était ma manière de m'assurer que Gabriel avait assez pour vivre après sa retraite en 1995. Il protestait toujours, disant qu'il n'avait besoin de rien, qu'il était heureux dans sa petite cabane. Mais moi, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il manque de quoi que ce soit, alors que je vivais dans l'opulence forcée. Il y a aussi des lettres dans cette boîte, des lettres que Gabriel m'avait écrites pendant son exil à Paris, entre 1975 et 1995. Il ne me les avait jamais envoyées, ayant trop peur qu'André ne les intercepte. Mais quand il revint, il me les donna toutes, des centaines de lettres écrites sur 20 ans. Je les ai lues et relues des milliers de fois, chérissant chaque mot, chaque pensée qu'il avait couchée sur papier. Dans l'une d'elles, datée du 3 janvier 1981, Gabriel écrivait qu'il m'avait vu dans un magazine, une photo prise lors d'une réception de charité organisée par André. J'avais l'air magnifique dans ma robe de soirée, mais Gabriel avait vu ce que personne d'autre ne voyait.
cette tristesse infinie dans mes yeux. Il écrivait qu'il aurait tout donné pour être là, pour me prendre la main et me rappeler que j'étais aimée. Durand ne comprend pas ce qu'il lit. Pour lui, ce sont des curiosités, des pièces d'un puzzle qu'il essaie d'assembler pour servir ses clients. Mais pour moi, cette boîte contient toute ma vie réelle, celle qui existait parallèlement à ma vie officielle de Madame Beaumont. L'été 1975 fut à la fois le meilleur et le pire moment de ma vie. J'avais 36 ans, Gabriel 35. Nous nous connaissions depuis 17 ans, 17 années de conversations volées, de regards qui en disaient plus que 1000 mots, de mains qui se frôlaient accidentellement, pendant qu'il me montrait une nouvelle variété de roses. André était parti pour un long voyage d'affaires à Paris, emmenant Jacques et Sophie qui avaient alors 15 et 13 ans. Il voulait les exposer au monde des affaires, les présenter à des partenaires potentiels. J'étais, comme toujours, laissée derrière. Une épouse n'avait rien à faire dans les discussions commerciales sérieuses. Pour la première fois depuis des années, je me sentais presque libre. Les domestiques me laissaient tranquille, respectant une distance prudente. Je passais mes journées dans le jardin et mes soirées sur notre banc secret derrière les glycines, parlant avec Gabriel pendant des heures. C'est lors d'une de ces soirées, alors que le soleil se couchait sur les vignes et que l'air sentait la lavande et les roses, que Gabriel me dit enfin les mots que j'attendais depuis 17 ans. Il me dit qu'il m'aimait, qu'il m'avait toujours aimé depuis ce jour de mai 1958, où il m'avait vu descendre de la voiture d'André, que chaque fleur qu'il plantait, c'était pour moi, que je donnais un sens à sa vie autrement vide. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré, libérant des années d'émotions réprimées. Je lui confiais que je l'aimais aussi, que sans lui, j'aurais probablement mis fin à mes jours il y a longtemps, que nos moments ensemble étaient la seule chose qui me donnait la force de continuer dans cette prison dorée. Nous fîmes des plans cette nuit-là, des plans impossibles et merveilleux. Nous partirions ensemble. J'avais quelques bijoux que je pourrais vendre discrètement. Gabriel avait ses économies modestes. Nous irions dans le sud, ou peut-être en Italie où personne ne nous connaîtrait. Nous serions pauvres mais libres. Nous pourrions nous tenir la main en public, vivre dans une petite maison avec un jardin que nous cultiverions ensemble. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ressentis de l'espoir. Un vrai espoir, pas cette résignation morne qui m'avait accompagnée pendant 17 ans. Nous fixâmes même une date, le 15 septembre, juste après les vendanges quand André serait occupé avec la production du vin. Mais le destin, ou peut-être un Dieu cruel, en décida autrement. Sophie tomba gravement malade pendant le séjour à Paris. Une méningite foudroyante qui menaçait sa vie. André appela, sa voix pour une fois teintée de véritable inquiétude. Il rentrait immédiatement. Sophie devrait être hospitalisée à Bordeaux. Mon cœur se déchira. Sophie, malgré tout, restait mon enfant. Je ne pouvais pas l'abandonner alors qu'elle luttait pour sa vie. Gabriel comprit, bien sûr. Il me dit que nous attendrions, que nous avions tout le temps. Mais nous savions tous les deux que le moment était passé, que la fenêtre d'opportunité s'était refermée. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. Sophie survécut, grâce à Dieu, mais resta à l'hôpital pendant 2 mois. Je passais mes journées à son chevet, regardant mon enfant lutter contre la fièvre et la douleur. Elle ne voulait pas vraiment de moi là, préférant la compagnie de son père. Mais j'y restais quand même, m'accrochant au vain espoir qu'elle verrait enfin mon amour maternel. Puis, quand Sophie fut enfin hors de danger, André me convoqua dans son bureau. Son visage était dur, ses yeux froids comme la glace. Il savait. Quelqu'un nous avait vus, Gabriel et moi, sur notre banc.
Peut-être le nouveau jardinier, jaloux de la position privilégiée de Gabriel. Peut-être une domestique qui espérait gagner les faveurs d'André. André ne cria pas, ne me frappa pas. Sa voix était calme, mesurée, ce qui le rendait encore plus terrifiant. Il me dit qu'il savait tout de ma petite liaison pathétique avec le jardinier. Il trouvait cela amusant, presque, qu'une femme de mon âge s'imagine encore capable d'inspirer la passion. Mais il ne pouvait tolérer l'embarras public si l'histoire s'ébruitait. Il avait déjà donné à Gabriel 24 heures pour quitter le domaine. Si Gabriel refusait, ou s'il tentait de me contacter de quelque manière que ce soit, André s'assurerait que je paye le prix de notre trahison. Il me ferait interner dans un asile psychiatrique. J'étais déjà si fragile, si instable émotionnellement. Personne ne questionnerait son diagnostic. Il avait déjà parlé à un psychiatre complaisant qui était prêt à signer les papiers nécessaires. Je suppliais André de ne pas faire cela à Gabriel, de me punir moi à la place. Mais André rit, un rire sans humour. Gabriel n'était rien pour lui, un insecte qu'on écrase distraitement. C'était moi qu'il voulait garder, moi qu'il continuerait à torturer, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette nuit-là, je trouvais une lettre glissée sous ma porte. Gabriel me disait adieu. Il partait pour me protéger, pour me sauver du destin qu'André me promettait. Il m'aimait trop pour être la cause de ma destruction. Il me demandait pardon de m'abandonner. Il promettait qu'un jour, quand nous serions vieux, et que personne ne se soucierait plus de nous, il reviendrait. Je passais cette nuit recroquevillée sur mon lit, serrant la lettre contre mon cœur, pleurant silencieusement pour ne pas alerter les domestiques. Une partie de moi mourut cette nuit-là. La partie qui espérait encore, qui croyait encore possible le bonheur. Les années qui suivirent le départ de Gabriel furent les plus sombres de ma vie. Je continuais à exister, à remplir mes fonctions de Madame Beaumont. Mais mon âme était partie à Paris avec Gabriel. Jacques et Sophie devinrent des copies parfaites de leur père. Jacques étudia l'économie et le commerce à Sciences Po Paris, développant un réseau de contacts dans le monde des affaires. Sophie fréquenta une école de commerce suisse, où elle apprit l'art de manipuler les marchés financiers et les hommes, avec la même froideur calculatrice. Il revenait au domaine pendant les vacances, mais même alors, il me traitait comme un meuble encombrant. Je me souviens d'un dîner particulièrement douloureux. Jacques devait avoir 22 ans. J'avais osé suggérer, timidement, que nous pourrions peut-être adopter des pratiques plus écologiques dans les vignobles. C'était une tendance émergente, et je pensais que cela pourrait être bon pour notre réputation. Jacques me regarda avec le même mépris froid qu'André utilisait. Il me dit que je ne connaissais rien aux affaires, que j'étais juste une femme au foyer ignorante, qui devrait se taire et laisser les hommes s'occuper des choses importantes. Sophie rit, ajoutant que si j'avais tant d'opinions, peut-être devrais-je essayer de gérer ma propre vie avant de donner des conseils sur la gestion d'un empire viticole. André mourut en 1990 d'une crise cardiaque massive. Il avait 71 ans. Je ne pleurais pas à ses funérailles. Je me tenais près de sa tombe, entourée de centaines de personnes venues rendre hommage au grand André Beaumont. Et tout ce que je ressentais était un vide immense. Pas de soulagement, pas de joie, juste du vide. Pendant un bref moment, je crus que j'allais enfin être libre. J'avais 50 ans, encore des années devant moi. Je pourrais retrouver Gabriel à Paris. Nous pourrions enfin vivre notre vie. Mais encore une fois, André trouva un moyen de me contrôler même dans la mort. Son testament révéla qu'il avait légué une partie importante de ses actifs directement à Jacques et Sophie, leur donnant le contrôle sur les décisions financières importantes. J'étais techniquement riche,
propriétaire du domaine et d'une partie des vignobles. Mais pour toute dépense significative, je devais obtenir l'approbation de mes enfants. Jacques et Sophie s'en donnèrent à cœur joie. Ils me mirent sur une allocation mensuelle ridicule, à peine suffisante pour mes besoins quotidiens. Quand je protestais, Jacques me dit froidement que c'était pour mon propre bien, que je n'avais aucun sens des affaires et que je gaspillerais la fortune familiale si on me laissait libre. Je vivais dans une prison dorée avec des geôliers encore plus impitoyables que mon mari défunt. Gabriel revint en 1995, 20 ans après son départ. J'avais 56 ans, lui 55. Nous étions tous les deux marqués par le temps et les épreuves, mais quand nos regards se croisèrent à nouveau dans le jardin, c'était comme si les années s'effaçaient. Il ne revint pas officiellement. Il se glissa simplement dans son ancienne cabane que personne n'avait utilisée depuis son départ. Elle était dans un état lamentable, mais il la répara lentement, discrètement. Il recommença à entretenir les jardins, sans demander de salaire, sans se faire remarquer. La première fois que je le revis, c'était un dimanche matin. Je marchais dans le jardin, comme je le faisais chaque jour, tentant de trouver un peu de paix dans la contemplation des fleurs. Et là, près de notre roseraie, je le vis, plus âgé, les cheveux grisonnants, le dos légèrement voûté. Mais c'était lui, mon Gabriel. Je m'arrêtai net, incapable de bouger, incapable de respirer. Il leva les yeux de son travail et nos regards se rencontrèrent. Dans ses yeux, je vis toutes ces années d'attente, de solitude, d'amour inaltéré. Les larmes coulèrent sur mes joues, sans que je puisse les arrêter. Il s'approcha lentement et me dit simplement qu'il avait tenu sa promesse, qu'il était revenu quand nous étions assez vieux pour que personne ne se soucie plus de nous, qu'il ne me quitterait plus jamais. Nous ne pouvions toujours pas être ensemble ouvertement. Jacques et Sophie, même s'ils ne vivaient plus au domaine, trouveraient un moyen de nous séparer par pure méchanceté. Mais nous établîmes une routine secrète. Chaque dimanche matin, je sortais marcher dans le jardin et Gabriel m'accompagnait. Nous nous asseyions sur notre banc derrière les glycines, celui-là même où nous avions rêvé de liberté 20 ans auparavant. Nous ne parlions pas beaucoup. Les mots n'étaient plus nécessaires, après tant d'années. Nous tenions simplement nos mains ridées, savourant la chaleur du contact, la preuve tangible que nous n'étions pas seuls. Ces moments étaient tout pour moi. Ils me donnaient la force de supporter le reste de la semaine. Les visites occasionnelles de mes enfants, qui me traitaient avec condescendance. La solitude écrasante de la grande maison vide. Gabriel veillait sur moi de manière que personne ne remarquait. Quand l'hiver arrivait et que le vent glacial du nord-ouest balayait le domaine, je trouvais mystérieusement mes volets réparés, empêchant les courants d'air. Du bois coupé apparaissait près de la porte de service, juste assez pour que je puisse allumer un feu dans ma chambre les soirs particulièrement froids. Les marches de la terrasse, dangereusement glissantes en hiver, étaient toujours déglacées le matin. Je savais que c'était Gabriel, travaillant la nuit comme un fantôme bienveillant. Marguerite le savait aussi, mais elle gardait le secret. Elle m'aimait bien, Marguerite. Elle avait vu comment mes enfants me traitaient, et cela la révoltait. Elle nous aidait discrètement, couvrant nos rencontres dominicales, s'assurant que personne ne nous découvre. Ce qui se passa en décembre 2020 changea tout. C'était le moment où je réalisai enfin, définitivement, que mes enfants ne m'aimeraient jamais. Que j'avais gaspillé des décennies à espérer une affection qui ne viendrait jamais. J'avais 82 ans. Mon corps me trahissait de plus en plus. L'arthrose rendait chaque mouvement douloureux.
Mon cœur fatigué battait irrégulièrement. Je refusais d'aller en maison de retraite, préférant rester dans ma chambre, même si elle était devenue à la fois mon sanctuaire et ma prison. Quelques jours avant Noël, je fis une mauvaise chute. J'étais allée à la fenêtre pour regarder le jardin couvert de givre, et mes jambes se dérobèrent d'où moi. Je tombais lourdement, me cognant la tête contre le pied du lit. Marguerite me trouva 1 heure plus tard, étendue sur le sol, incapable de me relever, fiévreuse et désorientée. Elle appela immédiatement mes enfants. Jacques était à Val d'Isère, avec sa nouvelle petite amie, une mannequin de 25 ans, qui l'exhibait comme une preuve de sa virilité. Sophie était à Marrakech avec ses amis, profitant du soleil marocain dans un riad luxueux. Marguerite leur expliqua la situation avec urgence. Leur mère était malade, elle avait besoin d'eux. Peut-être fallait-il l'hospitaliser. Jacques répondit avec irritation. Il avait payé très cher ce séjour au ski. Il était occupé. Les hôpitaux existaient pour ces situations, non? Il rappellerait dans quelques jours pour voir comment j'allais. Il raccrocha sans même demander à me parler. Sophie ne prit pas l'appel. Son téléphone sonnait dans le vide, probablement posé quelque part pendant qu'elle profitait d'un massage ou d'un soin au spa. Je restais seule, allongée dans mon lit, brûlante de fièvre, délirante. Je les appelais dans mon délire, mes enfants, leur demandant pourquoi ils ne venaient jamais me voir. Je redevenais cette jeune mère de 30 ans, essayant désespérément de gagner l'affection de ses enfants, avant qu'André ne les transforme complètement. C'est Gabriel qui me sauva. Il entra dans la maison par la porte de service, monta jusqu'à ma chambre et s'installa à mon chevet. Pendant 1 semaine, il me soigna avec une dévotion que je ne méritais pas. Il me lavait avec pudeur et respect, changeait mes draps quand j'étais trop faible pour le faire moi-même. Il me donnait à manger à la cuillère quand mes mains tremblaient trop pour tenir une fourchette. Il restait éveillé toute la nuit, surveillant ma respiration, tamponnant mon front avec un linge frais quand la fièvre montait. Marguerite l'aidait discrètement, apportant de l'eau, des médicaments, tout ce dont nous avions besoin. Elle me confia plus tard qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un s'occuper d'un autre être humain avec autant d'amour et de dévotion. Quand la fièvre commença enfin à baisser, quand je repris conscience pleinement après plusieurs jours de délire, je regardais Gabriel assis près de mon lit. Il avait vieilli pendant cette semaine, son visage creusé par l'inquiétude et le manque de sommeil. Mais il souriait, soulagé de me voir revenir. C'est à ce moment-là que je pris ma décision. Une clarté absolue s'abattit sur moi. Mes enfants m'avaient abandonnée dans ce qui aurait pu être mes derniers jours. Ils avaient choisi le ski et les spas plutôt que leur mère mourante. Gabriel, lui, avait tout abandonné pour me veiller. Cet homme qui n'avait rien, qui vivait dans une cabane délabrée, qui n'avait aucune obligation envers moi, était le seul qui m'avait vraiment aimée pendant toute ma vie. Je demandai à Marguerite d'appeler Maître Rousseau. Immédiatement. Je voulais changer mon testament. Gabriel protesta faiblement, disant qu'il n'avait besoin de rien, qu'il ne voulait rien. Mais j'étais inflexible. Pour la première fois de ma vie, j'allais faire quelque chose pour moi, un acte de volonté pure, qui n'était pas dicté par André ou mes enfants. Maître Rousseau vint le lendemain, accompagné d'un médecin que j'avais demandé pour attester de mes capacités mentales. Je savais que mes enfants contesteraient le testament, qu'ils m'accuseraient d'avoir été manipulée ou d'être sénile. Je voulais des preuves irréfutables de ma lucidité. Je dictais mes nouvelles dispositions calmement et clairement. Tout à Gabriel Moreau. Le domaine, les vignobles, les comptes bancaires, les œuvres d'art, les meubles, tout. Mes enfants recevraient le minimum legs,
Je dictais mes nouvelles dispositions calmement et clairement. Tout à Gabriel Moreau. Le domaine, les vignobles, les comptes bancaires, les œuvres d'art, les meubles, tout. Mes enfants recevraient le minimum légal que la loi française m'empêchait de leur refuser complètement. Et je leur laisserais aussi l'album photo que je gardais dans mon tiroir. Cet album rempli de photos de moi jeune, souriante, vivante. Des photos qu'ils n'avaient jamais vues parce qu'ils ne m'avaient jamais vraiment regardée. Gabriel pleura quand j'insistais. Il me dit qu'il n'avait jamais voulu mon argent, qu'il serait resté à mes côtés même si j'avais été pauvre. Je le savais. C'était précisément pour cela qu'il méritait cet héritage. Ce n'était pas un cadeau, c'était de la justice. Mes enfants avaient reçu les meilleures écoles, les meilleures opportunités, une partie substantielle de la fortune d'André de son vivant. Il n'avait rien fait pour moi, ne m'avait jamais aimé. Gabriel avait été là pendant 67 ans, dans l'ombre, veillant sur moi sans rien demander. Si je laissais tout à mes enfants, je récompenserais ceux qui m'avaient détruite. Si je donnais tout à Gabriel, je récompenserais celui qui m'avait gardé en vie. Je vécus encore 5 ans après ce Noël terrible. 5 années pendant lesquelles Gabriel fut enfin officiellement à mes côtés. Nous ne cachions plus nos rencontres dominicales. Qu'importait maintenant? J'étais une vieille femme mourante. Gabriel un vieil homme. Qui se soucierait de notre amour tardif? Jacques et Sophie ne revinrent qu'une fois, pendant ces 5 années, pour mon 85e anniversaire. Ils restèrent 2 heures, le temps de me donner un cadeau impersonnel, probablement choisi par leur assistante, de prendre un thé rapide et de repartir en prétextant des obligations professionnelles urgentes. Ils ne remarquèrent même pas Gabriel qui taillait les rosiers près de la terrasse. Ils ne l'avaient jamais remarqué de toute leur vie. Pourquoi auraient-ils commencé maintenant? Ces 5 dernières années furent les plus heureuses de ma vie, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Mon corps se détériorait, ma mobilité diminuait, mais mon âme était enfin en paix. Gabriel était là, près de moi, chaque jour. Il me lisait les livres que j'avais toujours voulu lire, mais n'en avait jamais eu le temps. Il poussait mon fauteuil roulant dans le jardin, me montrant les nouvelles roses qu'il avait plantées, chacune nommée pour un moment de notre histoire commune. Nous regardions les couchers de soleil depuis la terrasse, nos mains ridées, entrelacées. Je lui racontais enfin tout ce que j'avais gardé enfoui pendant des décennies. Ma colère envers mes parents qui m'avaient vendu comme du bétail. Ma douleur d'avoir vu mes enfants devenir des étrangers, puis des bourreaux. Mais aussi ma gratitude infinie pour lui, pour sa présence constante, qui m'avait empêché de me jeter dans le lac du domaine il y a des décennies. Je lui dis que sans lui, je n'aurais jamais survécu, que chaque dimanche où je savais que je le verrais me donnait la force de traverser la semaine, que son amour silencieux et patient avait atco la seule vraie chose dans ma vie de mensonge doré. Je mourais un matin d'octobre, un mois avant mon 87e anniversaire. Je le sentis venir, cette fin paisible que j'avais espérée. Gabriel tenait ma main, assis près de mon lit. J'avais demandé qu'on mette des roses blanches dans un vase près de moi. Ces roses qu'il m'avait offertes pour la première fois 67 ans auparavant. Mes derniers mots furent pour le remercier. De m'avoir vu quand j'étais invisible pour tous les autres, de m'avoir aimé quand personne d'autre ne le faisait, d'avoir été la seule personne dans ma vie de 87 ans qui m'avait vraiment et sincèrement aimé pour ce que j'étais, pas pour ce que je représentais ou possédais. Je fermai les yeux en regardant son visage et je partis en paix. Maintenant, depuis ma mort, je peux observer la suite. Je vois mes enfants découvrir le testament, leur choc, leur rage.
Je les vois engager le détective, fouiller ma chambre, chercher des preuves de manipulation. 3 semaines après la lecture du testament, ils viennent enfin voir Gabrielle. Je les accompagne, spectre invisible, curieuse de voir comment cette confrontation se déroulera. C'est un matin gris de décembre. Jacques et Sophie arrivent dans leur voiture de luxe, suivis du détective Durand. Ils claquent les portières avec violence, leur colère palpable dans l'air froid. Gabriel ne bouge pas. Il est dans sa cabane, préparant du thé, attendant calmement. Il savait qu'il viendrait. Il s'y était préparé. Quand ils entrent sans frapper, il s'arrête net en le voyant. Je vois le choc sur leur visage. Ils s'attendaient à un gigolo, à un escroc sophistiqué. Ils trouvent un vieil homme de 85 ans, voûté par les années de travail physique, portant un pull troué et un pantalon élimé. Il vit dans une pauvreté évidente, cette cabane minuscule avec ses meubles misérables. Sophie parle la première, sa voix tremblante de rage mal contenue. Elle lui demande qui il est vraiment, comment il a manipulé leur mère, quel mensonge il a utilisé. Jacques regarde autour de lui avec dégoût, incapable de comprendre comment l'héritier de millions peut vivre dans une telle misère. Gabriel ne répond pas immédiatement. Il verse son thé tranquillement, leur en offre même, offre qu'il refuse avec mépris. Puis il s'assoit et commence à parler. Il leur raconte tout, depuis le début. Depuis ce jour de mai 1958, où je suis arrivée au domaine, déjà brisée par un mariage que je n'avais pas choisi. Il leur parle de leur père, de sa cruauté quotidienne, de la façon dont il m'avait systématiquement détruite. Il leur décrit comment André les avait utilisés, eux, ses propres enfants, comme instruments de torture contre leur mère. Il leur raconte notre amour, chaste et patient, qui avait duré 67 ans. Les dimanches sur le banc, les 20 ans de séparation quand André l'avait chassé, son retour quand nous étions assez vieux pour que personne ne se soucie plus de nous. Sophie l'interrompt, criant qu'il invente des histoires, que leur père était un homme respectable, que leur mère avait eu une vie privilégiée. Mais je vois quelque chose vaciller dans ses yeux. Un premier doute peut-être, un premier fragment de vérité qui pénètre le mur de déni qu'elle a construit pendant des décennies. Jacques reste silencieux, mais son visage change. Pour la première fois peut-être, il commence à voir ce qu'il était devenu. Gabriel se lève lentement et va chercher une boîte sous son lit. Je reconnais cette boîte, celle que je lui avais donnée 3 jours avant ma mort. Mon journal intime, celui où j'avais consigné toutes mes douleurs, tous mes espoirs déçus, toute ma solitude. Il l'ouvre à une page marquée, celle du 25 décembre 2020. Ce Noël terrible où il m'avait abandonnée. Sa voix se brise par moments en lisant mes mots. Je décrivais dans ce journal comment j'étais tombée malade, comment j'avais appelé Jacques en suppliant presque, et comment il m'avait rejetée pour ses vacances au ski. Comment Sophie n'avait même pas répondu au téléphone. Ma douleur de comprendre enfin, définitivement, que mes enfants ne m'aimaient pas, ne m'avaient peut-être jamais aimée. Puis je décrivais comment Gabriel était venu. Comment cet homme de 80 ans avait gravi les escaliers malgré ses genoux arthritiques pour s'occuper de moi. Comment il m'avait lavée, avec une tendresse que personne ne m'avait jamais montrée. Comment il m'avait donné à manger, veillé sur moi nuit et jour. J'écrivais que j'avais eu 82 ans de vie pour comprendre ce qu'était le vrai amour, et que cet amour n'était pas venu de ma famille de sang, mais d'un jardinier silencieux, qui n'avait jamais rien demandé en retour. Le silence dans la cabane est absolu quand Gabriel termine. Sophie est devenue blanche, ses lèvres tremblant. Jacques fixe le sol,
ses mains serrant convulsivement les accoudoirs de sa chaise. Gabriel continue, tournant les pages, leur lisant d'autres extraits. Des anniversaires oubliés, des Noëls passés seuls, des maladies où personne ne venait, des moments de désespoir où je pensais au suicide. Il leur lit aussi les passages où je parlais d'eux avec amour malgré tout, où j'espérais encore qu'un jour ils comprendraient, qu'un jour ils deviendraient humains. Cette espérance pathétique d'une mère qui s'accrochait à l'illusion que ses enfants finiraient par l'aimer. Sophie se lève brusquement et sort de la cabane en courant. Je la vois vomir dehors, son corps secoué de sanglots. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle pleure vraiment. Jacques reste, mais son visage s'est transformé. Il voit enfin ce qu'il est devenu, ce qu'ils sont devenus tous les deux. Des monstres créés par leur père, mais des monstres qui avaient eu le choix de devenir autre chose et qui ne l'avaient pas fait. Ils n'attaquèrent jamais le testament. Peut-être par honte, peut-être par peur que mon journal soit rendu public. 1 mois après cette confrontation, Maître Rousseau contacta Gabriel pour finaliser le transfert des biens. Gabriel vendit tout. Les vignobles furent achetés par une coopérative locale qui promit de maintenir les emplois et les traditions. La maison fut vendue à une famille qui voulait la transformer en maison d'hôtes accueillante. Gabriel ne garda que 2 choses. Notre banc, celui où nous nous asseyions chaque dimanche, et quelques photos de moi où je souriais vraiment. L'argent de la vente, plusieurs millions d'euros, il le donna presque entièrement à des œuvres caritatives. Il créa une fondation qui aidait les personnes âgées isolées, celles qui, comme moi, vivaient dans la solitude malgré leur famille. Il finança des maisons de retraite où les résidents étaient traités avec dignité et amour, pas comme des fardeaux. Pour lui, il garda juste assez pour vivre modestement ces dernières années. Il déménagea dans un petit appartement au village, un endroit simple mais confortable. Il fit installer notre banc sur son petit balcon, face aux collines où s'étendaient autrefois les vignes Beaumont. Maintenant, je peux enfin être vraiment avec lui, pas comme un fantôme distant, mais comme une présence qu'il sent dans son cœur. Chaque soir, il s'assoit sur notre banc et regarde le coucher du soleil. Il me parle, me raconte sa journée, et même si je ne peux plus lui répondre avec des mots, je sais qu'il sent ma présence. Il me dit que nous avons gagné finalement, que mon sacrifice n'était pas vain, que notre amour silencieux de 67 ans était plus fort que toute la cruauté que j'avais endurée. Marguerite vient le voir souvent, apportant des gâteaux et des nouvelles. Elle lui a dit qu'elle a croisé Sophie une fois dans la rue. Sophie a détourné les yeux, incapable de la regarder. Jacques, paraît-il, a déménagé à Paris et ne revient jamais dans la région. Gabriel ne leur en veut pas vraiment. Ils étaient des enfants programmés pour être des monstres par un père tyrannique. Mais ils avaient eu le choix, finalement. Ils auraient pu se rebeller, choisir l'amour plutôt que la cruauté. Ils ne l'avaient pas fait. 1 an après ma mort, Gabriel planta un nouveau rosier dans un pot sur son balcon. Une variété ancienne aux fleurs blanches, délicatement parfumée, celle que nous aimions tant. Rosa Madame Alfred Carrière, celle dont nous avions parlé lors de notre première vraie conversation en 1958. Il me dit que maintenant nous sommes libres, enfin. Libres de nous aimer ouvertement, même si je ne suis plus là physiquement. Libres de la cage dorée, des conventions sociales, du jugement des autres. Il me dit que quand son heure viendra, il sait que je serai là pour l'accueillir. Et nous nous assiérons ensemble sur un banc éternel, dans un jardin où les roses ne fanent jamais, où personne ne peut nous séparer. En attendant ce jour, il vit simplement entouré de mes photos, de nos souvenirs,
de l'amour qui nous a soutenus pendant 67 ans. Chaque matin, il se réveille et remercie le ciel de m'avoir connu. Chaque soir, il s'endort en murmurant mon nom. Et moi, depuis l'au-delà, je veille sur lui comme il a veillé sur moi toute notre vie. Je lui murmure que je l'aime, que je l'ai toujours aimé, que je l'aimerai toujours. Notre histoire n'était pas une tragédie finalement. C'était une victoire. La victoire de l'amour patient et silencieux sur la cruauté bruyante. La victoire de l'humanité sur la richesse sans âme. Je suis Madeleine Beaumont, et c'est l'histoire de comment j'ai trouvé la liberté dans la mort, et comment l'amour véritable finit toujours par triompher, même s'il faut attendre 67 ans.